Yes. Ok, je le mets en public. Ouf, merci à vous tous de nous suivre. Merci beaucoup d'avoir attendu. Vraiment, on a un public extraordinaire. Merci beaucoup. Donc, on a eu un souci entre la connexion Zoom et Facebook. Ça n'a pas fonctionné aujourd'hui. Ça arrive quelquefois. Donc, je pense que Zoom est surchargé. Il y a un lien entre Facebook et Zoom qui peut dysfonctionner. Merci d'avoir attendu. Nous sommes aujourd'hui avec Frédéric Ambroisine. Donc, je suis à vous tout de suite. Alors, j'annule le truc. Je suis désolée. Incroyable. C'est la première fois que j'ai autant de soucis, mais c'est pas grave. Bonjour Frédéric. Tu es réalisateur, photographe, journaliste et consultant. Tu es un professionnel de l'image depuis déjà plus de 20 ans. Tu as cumulé un grand nombre d'activités liées principalement à l'audiovisuel, donc documentariste, photographe, journaliste cinéma, conseiller artistique. Tu es auteur de 200 documentaires, donc c'est énorme, distribués en France, en Angleterre, en Allemagne et aux États-Unis, donc documentaires filmés, si j'ai bien compris. Tu es coiffé de culture et d'apprentissage et tu es notamment spécialisé dans le domaine du cinéma asiatique et de Hong Kong en particulier. Et donc ta variété d'expertise et compétences t'ont amené à collaborer avec de nombreuses sociétés de distribution ou d'événementiel, à différents festivals de cinéma de par le monde. Pour des magazines, tu as rédigé pas mal d'articles, pour des associations, organismes publics ou privés, même pour des particuliers. Tu es considéré comme haut potentiel. Ta curiosité t'a amené à développer plusieurs spécialités, on va en parler. Et aujourd'hui, tu as la capacité de répondre à plusieurs problématiques liées à l'image ou à la vidéo de tous tes clients et partenaires de travail. Tu vas nous parler de ta passion et comment tu réussis à vivre aujourd'hui de ta passion malgré la crise. Donc, je vais te laisser la parole pour toutes les personnes qui, de la communauté leader, ne te connaîtraient pas. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à partager ce live et à donner des commentaires. Donc, je sais que Frédéric, le connaissant, aura vraiment plaisir à vous répondre. Bonjour Nina, bonjour Alain, bonjour Asia. Alors, Beau Parleur est là aussi. Un petit mot pour dire qu'en tant que fan de cinéma asiatique, le nom de Frédéric Ambroisine est un nom connu qui revient souvent. Bonus DVD. Oui, effectivement, en tant que professionnel du cinéma asiatique, il est très souvent invité et on l'a vu récemment sur Canal+, par rapport à son expertise. Bonjour Vivi Popote. Alors, bienvenue en live Frédéric. Est-ce que tu veux te présenter par tes propres mots? Bonjour. Donc je m'appelle Frédéric Ambroisine. Effectivement, j'ai un retour. Non, j'ai le retour là-bas. Je suis passionné de cinéma depuis mon adolescence et c'est cette passion qui m'a conduit à devenir journaliste, bien que je n'avais pas de formation à la base de journaliste en fait. Je savais pas trop ce que je voulais faire après le lycée en fait, et la matière dans laquelle je me débrouillais le mieux c'était les maths, donc j'ai commencé maths physique. Mais il s'avère que à la fac, je n'arrêtais pas de parler de ciné tout le temps et on se demandait ce que je faisais là. Donc à un moment, je me suis dirigé vers des études de cinéma, mais peut-être pas celles qu'il me fallait, d'assistant réalisateur, pensant que l'assistant réalisateur c'était plus ou moins comme un réalisateur, alors que ce n'est pas le cas. Et du coup, j'ai pas vraiment continué dans cette voie parce que le cinéma, d'abord, j'ai travaillé sur pas mal de courts-métrages gratuitement. Enfin, voilà. Donc, à un moment, il fallait gagner des sous. Donc, j'ai commencé par faire des petits boulots, droite à gauche, télémarketing, ce genre de choses, tout en gardant cette passion du cinéma, en m'achetant des VHS, des DVD, en allant dans les magasins spécialisés. Et c'est là que j'ai rencontré pas mal de potes qui avaient cette passion commune du cinéma.
de genre, hein, pas forcément asiatique, c'était du cinéma de genre, John Carpenter, Steven Spielberg, etc. Mais il y avait aussi cette niche de cinéma asiatique qui me plaisait beaucoup, dont j'avais entendu parler dans divers magazines, genre Starfix, Mad Movies. Et je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à faire mes études en France, qu'il existait le quartier chinois, le Chinatown, le Paris 13e. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait... alors, lorsqu'en France, on avait droit à 5 ou 10 films, en fait, il y en avait 100, 300 à Hong Kong par an qui sortaient. Et du coup, là, c'était vraiment la caverne d'Ali Baba pour moi. Je me rendais toutes les semaines dans le 13e, je louais des VHS, j'avais pas l'argent pour acheter les laserdiscs, parce qu'à l'époque, la mode c'était les laserdiscs, ça coûtait super cher. Donc je louais des VHS ou j'en achetais, et c'est comme ça que j'ai bouffé du film de Hong Kong, et que du coup, donc par passion, je suis devenu un peu accro à ça, et au même moment commençait la presse sur Internet commençait un peu à émerger, on va dire, et du coup je me suis retrouvé à écrire pour un site de chroniques de DVD qui s'appelait DVD-Rama, et qui était en fait le premier site à faire ça, des chroniques de DVD. Et moi, vu que je parlais, j'ai rencontré le créateur de DVD-Rama dans un magasin qui s'appelait Album, et maintenant c'est devenu Metaluna, et il a vu que j'étais un gros passionné de films de Hong Kong. Il a dit tiens, j'ai pas de spécialiste Hong Kong dans le magazine web que je suis en train de créer. Est-ce que ça te dirait de faire des chroniques de films de Hong Kong? Et j'ai dit j'ai jamais écrit, mais j'ai dit ok quand même quoi. Et en fait, j'ai appris à écrire en écrivant en fait, en lisant les articles que j'aimais bien. Enfin, les articles qui me faisaient passer quelque chose. Et j'ai essayé, en fait, je suis devenu effectivement un peu autodidacte dans le sens où j'essayais de voir ce qui était un bon article, de voir ce qui était un mauvais article, de pas reproduire les erreurs, des erreurs du style répéter 2 fois le même mot dans la même phrase, ce genre de choses. Au final, c'est en lisant que c'est devenu naturel de m'améliorer en regardant ce qu'il y avait de mieux, on va dire. Oui, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est pas forcément ton école de réalisateur qui a fait. Bon, évidemment, c'était une bonne base pour toi, mais moi, ce que j'entends, c'est vraiment ta passion qui a fait, qui t'a amené vers ta propre école de cinéma, celle que tu as créée toi-même, en y intégrant ce côté en plus, tous ces côtés complémentaires journalistiques, etc. Et tu m'avais dit que tu étais passionné du cinéma, mais depuis ton plus jeune âge. Ouais. Tu avais quel âge quand tu as commencé à… Je me rappelle, c'est quand le cinéma, ça m'a toujours plu. Dès que je me rappelle projection de cinéma du premier Superman ou bien même de Dune, si j'avais pas l'âge, Dune de David Lynch, ça m'avait marqué. Et surtout, je me rappelle que j'ai toujours voulu avoir un magnétoscope. Dès que j'ai su que les magnétoscopes ça existait, je me suis dit waouh, on peut voir des films à la maison et pas des films de la télé. Voilà, moi je voulais voir des films de cinéma. En Martinique, j'ai vécu en Martinique pendant toute mon adolescence, donc on n'avait que 3 salles. Quand on allait voir des films, il y avait que 3 films, 3 salles, la salle 1, 2, 3. Il n'y avait pas un énorme choix. Quand j'ai découvert qu'il existait des vidéoclubs, alors là, c'était des centaines de films. Et du coup, j'ai toujours voulu avoir un magnétoscope. Et du coup, j'en ai eu un, je pense que j'avais peut-être 12 ans. 12 ans, puisqu'il j'ai loué les aventures de Jack Burton, de John Carpenter, Alien et aussi Indiana Jones et le Temple Maudit. Et je me rappellerai toujours de ces projections chez moi pendant Noël avec les voisins et ma famille, enfin ma sœur, les voisins et tout ça, où je me suis maté Indiana Jones et le Temple Maudit le soir de Noël. C'était extraordinaire quoi. Et du coup, j'ai pas arrêté d'aller dans les vidéoclubs. Enfin, c'était mon activité principale pendant que mon adolescence, c'était ça, quoi. C'est-à-dire que dès que j'avais l'occasion d'aller au vidéoclub, d'aller louer des films, c'était ça qui me faisait kiffer, quoi. Wow, c'est génial parce qu'aujourd'hui, c'est génial, c'est qu'aujourd'hui, tu vis vraiment de cette passion-là. Tu es devenu photographe, réalisateur, consultant en images. Tu réalises des montages vidéo vraiment exceptionnels. Tu as créé des documentaires engagés. J'ai adoré le documentaire sur les courbes. Vraiment, ça a été très, 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 très fort. Et ce que j'ai retenu, c'est que tu es vraiment devenu autodidacte, mais tu l'étais déjà. Et tu as énormément appris grâce à ta passion. Ça ne te gênait pas de passer des heures à étudier tel ou tel logiciel, telle ou telle technique.
à investir énormément dans tout ton matériel et à savoir quel matériel il faut à tel et tel événement pour que tu rendes l'événement encore plus beau. Et vraiment, c'est ça que j'ai découvert en toi. J'ai trouvé ça fascinant. Et deuxième chose que j'ai découvert au travers de ton travail, c'était tout ce côté humain et émotionnel que tu rajoutais dans tous tes chefs-d'œuvre, si je puis dire. Mais vraiment, vraiment, ce côté humain. Et ce que j'aimerais partager là avec tout le monde, c'est ce que tu m'as partagé là ce matin. C'est juste incroyable. Donc, quand on te surnomme, quand on dit que tu es au potentiel, je l'ai découvert vraiment ce matin. Je vais voir si avec le logiciel que j'ai pris en substitution de Zoom qui ne fonctionnait pas, le partage d'écran va fonctionner. Mais écoutez, véridique, il crée toujours des choses à la dernière minute pour s'adapter à la demande. Et moi, je lui ai dit, parce que c'est quelqu'un qui effectivement est très curieux, donc je commence à te connaître, très curieux, qui fait pas mal de choses, mais quand je vous dis qu'il est curieux, qu'il fait pas mal de choses, il va jusqu'au bout. C'est pas quelqu'un qui va apprendre des bouts de choses. Il va apprendre la totalité des choses. Moi, je connais des personnes qui suivent des formations, qui achètent des formations, qui ne suivent que 10%. Toi, quand tu achètes une formation, tu l'achètes en toute conscience et tu y vas jusqu'au bout, tu l'apprends, mais en totalité, même s'il te faut 2-3 mois. Et cette persévérance-là, je l'ai trouvée incroyable. Et même pour les Facebook Live, tu as adoré, tu es un des plus grands fidèles des Facebook Live depuis le début, tu es présent coûte que coûte. Et ce que j'ai compris, c'est que c'était vraiment un honneur pour moi d'avoir des personnes de ton expertise, de ta qualité, qui aiment suivre les lives depuis le début. Donc, je me dis qu'une personne qui a interviewé les plus grands, qui a côtoyé les plus grands en termes d'image et d'interview, et qui est très sélectif au niveau des articles de magazine, qui me suit depuis le début du live, vraiment, ça m'a fait vraiment, ça m'a donné un peu plus confiance en moi par rapport aux interviews. Et donc, c'était pour ça que je voulais te rendre hommage par cette interview, parce que, voilà, c'est absolument nécessaire. Effectivement, tu es quelqu'un de très discret, tu travailles dans ton bureau, dans l'ombre, et je me suis dit, non, pour moi, c'était très important de pouvoir échanger avec toi, avec la communauté leader, par le biais de tout ce que tu donnes généreusement dans l'ombre et ton expertise incroyable. Quand j'ai appris toutes les personnes que tu as pu interviewer, quand j'ai appris que des réalisateurs avaient besoin d'être intégrés au cinéma français et que c'est grâce à toi qu'ils ont réussi à le faire, je suis tombée à la renverse parce que tu ne nous parles pas de tout ça. Tu ne nous parles pas de ces actrices, réalisateurs, producteurs qui ont fait appel à toi en France pour faire connaître leur travail. Je dis, mais comment ça se fait qu'il n'en parle pas? Et je me suis rendu compte que tu avais également créé plusieurs sites et tout ton travail était dispersé par rapport à tes différentes compétences. Tu voulais donc avoir des compétences diversifiées pour un site par compétence. Et tu as entendu ma demande. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'envoyer un seul de ces sites? Un seul de ces sites, au lieu d'avoir un site que tes photos, un site que tes articles presse, un site que tes vidéos, que tes documentaires, ta passion du cinéma en général, ta passion du cinéma asiatique, tout ce que tu sais en community management. Donc ça, c'est vraiment les caractéristiques des hauts potentiels. Je t'ai demandé si tu pouvais, pour ce live aujourd'hui, me communiquer un seul site de tous ces sites-là pour que les personnes qui ne te connaissent pas découvrent ton univers et pas 7 ou 8 sites. Et tu as fait un truc incroyable, mais vraiment incroyable, c'est que durant la nuit, jusqu'à 4h30 du matin, en plus de ton travail journalier, tu as créé un site internet, le site que je t'avais demandé à choisir, tu n'as pas choisi,
tu as compris qu'il en fallait qu'un seul et tu as été vite à l'essentiel. Vraiment, mille merci de le faire pour ce live-là. Et je sais que c'est un site que tu vas faire grandir. Et donc, du coup, focus sur ce site-là pour ta visibilité. Je suis très honorée que tu l'aies fait suite à cette demande de live. Donc, je souhaite partager ce site à toutes les personnes qui nous regardent et j'aimerais que toutes ces personnes-là me disent si elles auraient été capables de demander à quelqu'un de le faire en une seule nuit pour nous rendre visibles. Est-ce qu'elles auraient été capables de le faire toutes seules? Peut-être que vous avez des connaissances en une seule nuit. Vous allez voir ce qu'il a réussi à faire. Je trouve ça vraiment… Bon, après, j'ai utilisé un template quand même. Oui, non. Oui. Tu réussis toujours à dire que, oh, c'est… Mais même si j'avais un template, je ne le ferais pas en une seule nuit. Tu te rends pas compte. C'est juste qu'il a fallu que je réunisse plusieurs vidéos que j'ai faites et effectivement qui étaient éparpillées sur plusieurs disques durs. C'était ça le travail en fait. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait un peu trop de choses même. Et à un moment, quand tu dis que je vis de ma passion, effectivement, j'ai commencé à vivre de ma passion, on va dire, vers 2003, quand j'ai commencé à faire des bonus DVD. Mais par exemple, être journaliste, seulement un journaliste pour les magazines, ça me permettait pas de vivre. Donc il a fallu que je sois journaliste presse-papier, plus réalisateur de bonus DVD, plus consultant aux acquisitions, plus rédacteur de dossiers de presse. Et là, ça pouvait me faire de quoi vivre, on va dire. Mais ça n'a jamais été non plus, tu vois, la richesse, quoi, tu vois. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai pointé du doigt ta visibilité, parce que le fait d'améliorer ton personnel branding, ton image de marque, et de te rendre visible sur un seul lieu pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, avec tous les partenariats que tu as fait, c'était super important. Et donc là, tu m'as démontré une compétence de réactivité incroyable. Je vais partager cette vidéo, ce site, donc en espérant que ça va fonctionner. Il y a Marie-Laure qui dit site en une nuit, waouh, ça ne m'étonne pas. Laurence Ambroisine qui dit frère de mon grand frère. Oh, c'est quelqu'un de ta famille, c'est trop mignon. Asia Gemra, elle dit oui, j'atteste. Alors, je ne sais pas de quoi tu attestes. C'est vrai que c'était par rapport à quelque chose que j'ai écrit. Tu attestes quoi, Asia? Merci en tout cas de ce message. Beau parleur, DVD Rama Nostalgie, compliment simplement mérite. Merci Armina de lui faire cet éloge. Mais c'est la petite souris, c'est le lion qui se met dans une peau de petite souris, alors qu'il faudrait qu'il mue et qu'il enlève cette petite souris, mais c'est pas possible, quoi. Pour moi, c'était tellement important de montrer qui il est vraiment. Ok, bon, du coup, est-ce que tu as envoyé ton lien? Dis-moi. J'ai envoyé le lien, oui, Oui. Tu as donné le lien, super. Donc, n'hésitez pas à regarder le lien. Donc, moi, je vais y aller quand même. Je vais regarder quand même le lien. Donc, dans le lien… Ouais. Après, je peux dire un peu ce qu'il y a vite fait. Oui, alors, moi, ce que je vois, donc, pour expliquer vite fait, donc, il y a un grand en-tête, il y a l'en-tête avec une vidéo. C'est écrit en dessous Festival de Cannes 2008. Oui, alors moi, là, j'ai un peu tout mélangé, en fait. J'ai juste marqué une discussion que j'ai eue avec Wong Kar-wai. Voilà, c'est pas… Qui est Wong Kar-wai, Frédéric? En fait, Wong Kar-wai, c'est un des plus grands réalisateurs de Hong Kong et c'est un des plus reconnus aussi. Voilà, et j'ai eu juste la chance de le croiser à Cannes et en fait, il a vu que j'étais bien habillé et il m'a dit « Wow, tu as l'air cool ». Voilà, donc c'était juste en fait une touche humoristique sur ma page en fait. Parce que bon, après moi, voilà, j'ai fait des choses, mais après, je suis pas non plus. Pour moi, c'est pas non plus extraordinaire, quoi. J'ai juste. Oui, mais c'est que toi, c'est totalement évident. C'est quand on a un talent, on s'en rend pas compte. C'est ça qui est vraiment, c'est la passion qui nous révèle ça. C'est que pour nous, c'est tellement normal. Pour toi, c'est tellement normal, mais pour nous, ça l'est pas, Frédéric. Il faut vraiment que tu le comprennes. C'est que pour toi, c'est une normalité, mais ça veut dire que c'est un de tes talents.
Là, je vois une femme, une blonde, qui est en train de discuter. C'est un documentaire que tu Alors, as... c'est un portrait documentaire, en fait, qui est sur la plateforme de streaming CVS, et avec qui c'est une société avec qui je travaille régulièrement depuis au moins 2015, Oui. qui, en fait, on va dire il me sponsorise plusieurs festivals, enfin des frais de festival, par exemple. Avant, quand j'étais journaliste, enfin, je suis encore un peu journaliste, tu vois, mais j'écris maintenant, je vais écrire un article ou 2 articles par an, donc c'est pas ça qui me fait vivre. Donc si j'écris, c'est vraiment parce que le sujet m'intéresse et aussi parce que ben c'est en général lié à ma spécialité sur le cinéma asiatique ou de Hong Kong. Donc par exemple. J'ai écrit récemment dans le magazine Cinématiseur un article sur les influences du cinéma chinois sur Hollywood parce que c'est un sujet que je connais bien et que je suis le cinéma de Hong Kong depuis que j'aime le cinéma, on va dire. Et du coup, j'ai pu écrire ce papier, voilà, en faisant quelques recherches, mais en fait en ayant surtout mes connaissances, quoi. J'ai pas vraiment eu à faire d'énormes recherches, c'est-à-dire que je savais, ayant suivi déjà cette évolution du cinéma hollywoodien qui s'inspirait du cinéma de Hong Kong et chinois, notamment avec les Matrix, etc. Je savais que c'est-à-dire que dès que je regarde un film genre justement Matrix, bon ben voilà, Wen Wuoping qui a fait les combats de Matrix, ben j'ai déjà vu ces films qu'il faisait avec Jackie Chan ou avec Donnie Yen quand il bossait à Hong Kong. Toi, ce genre Alors, est-ce que tu as rencontré certains de ces acteurs? Alors, j'ai eu la chance, effectivement. À la fois, c'est de la chance et à la fois, j'ai un peu poussé le truc. C'est-à-dire que, effectivement, je suis allé à Hong Kong pour la première fois en 2002. Après être allé à Cannes en 2002, c'est-à-dire qu'à Cannes, j'ai rencontré quasiment toutes les personnes qui m'intéressaient, c'est-à-dire toutes les sociétés de vente de films asiatiques, puisque c'est ça qui m'intéressait, en tant que journaliste et en tant que passionné. Et d'ailleurs, par exemple, j'étais pas super fort en anglais à la base. Le truc, c'est que j'étais tellement intéressé de voir des films de Hong Kong que pendant au moins 5-6 ans, milieu des années 90 jusqu'au début des années 2000, j'ai loué des filmes de Hong Kong sous-titrés en anglais. Forcément, j'étais obligé d'apprendre l'anglais à force de les regarder. Tu vois, j'étais pas super bon en anglais. Oui, parce que là, j'ai vu, tu es capable, tu écris tes articles de blog et également ceux sur tes réseaux sociaux en français, mais également en anglais. Tu as sous-titré en français des documentaires en anglais et vice-versa. Donc tu as acquis grâce à ta passion la compétence de l'anglais. Donc c'est vraiment par la passion que tu as appris à parler anglais. Voilà, et en regardant les films aussi américains sous-titrés en anglais. Parce qu'en Voilà. général, en, fait, en tant que fan passionné, en général, lorsqu'on avait des films qui arrivaient en France, avec les potes, ça nous suffisait pas. Il fallait les films à l'avance, en apport. Donc forcément, en apport, c'était en anglais. Des fois, il y avait des sous-titres, des fois, il n'y avait pas de sous-titres. Mais le fait de les voir à l'avance, ben voilà, ça nous permettait justement de calmer de calmer notre impatience, on va dire. Et du coup, voilà. Donc du coup, ça s'est passé comme ça. Et c'est pour ça que quand je suis allé à Cannes en 2002, toutes les sociétés avec qui je voulais rencontrer, avec qui je voulais parler, c'était des sociétés de Hong Kong ou des sociétés coréennes. Forcément, ils parlent pas français. Donc forcément, j'étais obligé de parler anglais. Et le fait que je sois passionné de cinéma et que je connaisse les filmographies de Hong Kong, des films des années 60, etc., ça a surpris la plupart des gens, en particulier une vendeuse que j'avais rencontrée à Cannes. Elle a vu que je connaissais des films des années 60 alors qu'elle s'arrêtait aux années 70. Alors, pourquoi le cinéma asiatique? Ah ben, comme je t'ai dit, c'était le cinéma en général, le cinéma de genre surtout à la base. Après, j'ai découvert le cinéma d'auteur quand j'ai fait quand j'ai fait mes études de cinéma d'assistant réal, j'ai découvert Tarkovsky, Bergman, etc. Mais c'est vrai qu'à la base, j'étais plutôt branché cinéma de genre, cinéma d'action, polar, l'arme fatale, etc. Mais le fait que le cinéma de Hong Kong soit si peu connu en Occident, c'est ça qui m'a... Je trouvais ça bizarre. Je me dis, mais attendez, à Hong Kong, ils font des films géniaux, mais pourquoi c'est pas aussi reconnu que les films hollywoodiens, surtout qu'ils ont beaucoup plus d'idées, etc. Des réalisateurs comme John Woo, en fait, avant, c'était vraiment personne connaissait John Woo. À l'époque, je lisais Starfix, on parlait de The Killer, de John Woo. C'était le film que je voulais voir, et le film il a mis un certain temps avant de sortir. Et après, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que tous les réalisateurs de Hong Kong, finalement, ils ont été recrutés à Hollywood. John Woo, il a fait Volte-Face. Ringo Lam, il a bossé avec Van Damme, etc., etc. Donc, et le Parasite, c'est de John Woo? Alors non, Parasite, c'est Bong Joon-ho, c'est un cinéaste coréen.
Mais c'est pareil, c'est-à-dire que moi, en fait, ce qui me passionnait, enfin, ce qui me passionne toujours d'ailleurs, ce qui me plaisait avec mes potes cinéphiles et mes potes journalistes, c'est que lorsqu'on allait à Cannes, en général, on allait à Cannes ensemble, c'est-à-dire qu'on n'avait pas les moyens de se payer une chambre et tout, donc on logeait à plusieurs et tout. Enfin, ça a toujours été un peu comme ça au début, low budget. Et effectivement, on allait à Cannes en 2002, par exemple. C'est vraiment l'année 2002 où il s'est passé énormément de choses. En 2002, je vais à Cannes et je découvre Sympathy for Mr. Vengeance de Park Chan-wook. Et l'année d'après, alors Park Chan-wook, c'est le réalisateur de Old Boy, qui a été ensuite Grand Prix à Cannes en 2004. Mais voilà. Mais j'ai découvert ce film-là donc en 2002. Après, je suis aussi allé au Festival du film asiatique de Deauville en 2001. Enfin, tu vois, je commençais vraiment à découvrir les films. Oui, bah donc du coup, petit à petit, en fin de compte, toi, c'était vraiment, tu t'es dit, mais c'est pas, tu as compris la valeur de certaines choses et tu comprenais pas que ces films-là, ces réalisateurs-là, ces producteurs-là, en tout cas, tu avais un temps d'avance au niveau du cinéma en France, de la vue du cinéma à l'étranger. Tu as compris le potentiel, tu as vraiment compris le potentiel des cinémas à Hong Kong, des cinémas asiatiques. Vraiment, il y avait cette fibre-là, voilà. Mais comment ça c'est un peu une forme d'injustice, mais c'est pas possible. Je me rends compte que j'ai toujours aimé, j'ai toujours été dans cette position-là. C'est-à-dire que même quand j'étais au lycée, je parlais de John Woo à mes potes qui n'en avaient jamais entendu parler. Je disais, mais merde, désolé. Hein. Non, mais c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Je disais, par exemple, je parlais de mes potes au lycée, à mes potes au lycée de John Woo. Ils disaient, mais c'est qui ce mec, c'est quoi, c'est chinois, etc. Tu vois. Mais oui, parce que on parlait de Bruce Willis, de. Mais oui, c'est ça qui est intéressant. J'entends un retour. C'est ça qui est intéressant, c'est que en fin de compte, tu vivais en Martinique. Tu vois ce que je veux dire? Tu étais dans une île. Tu étais dans une île et le fait d'avoir le cinéma t'a vraiment relié à ce qui se passait à l'extérieur de cette île. Tu vois? Et ça t'a permis de voyager autrement que de rester dans l'île, même si l'île, c'était toute ta famille, ce sont tes racines, etc. Mais le cinéma t'a ouvert un champ d'une autre perspective. Et quand tu es arrivé en métropole, tu t'es retrouvé à nouveau sur une île, en quelque sorte, et tu as continué à suivre ce cinéma-là à partir de la métropole. Et arriver à la métropole, effectivement, ça devait être, tu devais trouver anormal qu'en métropole, qui est encore beaucoup plus grand qu'en Martinique, là aussi, on ne reconnaît pas le cinéma asiatique. Il n'y en a pas à la télé, il n'y en a pas. Oui, voilà. Et puis, dans la presse, on va dire, grand public, les gens, ils mélangeaient chinois, Hong Kong. Enfin, voilà. On sentait que ils prenaient moins. C'était fait avec moins de sérieux que s'ils écrivaient sur Gérard Depardieu ou un acteur américain. Ouais, donc oui, c'est ça que j'ai commencé à écrire, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à écrire sur vraiment des trucs de niche, sur la comédie cantonaise, tu vois. Donc déjà, le cinéma d'action, déjà, c'était un truc qui peut voyager parce que l'action, c'est un langage international. Mais la comédie de Hong Kong, c'était vraiment super pointu. Et du coup, moi, j'ai commencé à écrire sur des comédies de Hong Kong sur DVD-Rama. Donc forcément, ça intéressait genre 5%. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial, c'est que ce sont les niches, tu vois. C'est aujourd'hui en termes de marketing, quand on veut réussir dans le business en général, on nous conseille de choisir une niche. Et en général, si la niche elle est liée à notre passion, c'est bingo. Et toi, c'est ce que tu as fait de façon totalement instinctive et naturelle. Tu as choisi ta niche. Et tu as été encore plus loin. Je l'ai choisi et l'occasion s'est présentée aussi. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de travailler avec Wildside sur la collection Shaw Brothers. C'est des films de kung-fu aux années 60, 70, 80. Et j'ai appris que Wildside avait acheté les droits de 45 films qui allaient sortir en DVD. Et il n'avait pas de consultant ni de spécialiste Hong Kong. Donc c'est vrai que
Là, c'était un bon timing, c'était le bon endroit, enfin, j'étais au bon endroit au bon moment et j'avais le bon contact aussi puisque je connaissais les vendeurs des films Shaw Brothers avec qui j'avais discuté en 2002 et en 2003, Wildside achetait les films. Donc j'avais déjà ce contact-là et c'est comme ça que j'ai pu contacter Wildside. Donc c'est en passant par l'étranger, en fait, que j'ai pu contacter des sociétés françaises et ça a toujours été le cas pour beaucoup de personnes avec qui j'ai travaillé en France. C'est-à-dire que à chaque fois, je devais passer par l'Asie pour revenir en France, c'est-à-dire pour leur dire, regardez, j'ai cette interview exclusive, je connais telle personne, je suis sur un tournage à Hong Kong en ce moment, est-ce que ça vous intéresse de faire, d'avoir un article exclusif sur le tournage? Et c'est toujours comme ça que j'ai fait, en fait. Et contrairement, alors c'est vrai que le fait d'être freelance, je dis à chaque fois, je dis malgré moi, c'est-à-dire que à chaque fois, j'ai voulu me placer dans une rédaction, à chaque fois, j'ai voulu me placer quelque part, mais à chaque fois, j'étais toujours la personne de trop. C'était déjà complet, on va dire. Donc, on me prenait toujours en freelance. Alors, je disais, bon, ben, qu'est-ce que je vais faire pour qu'ils m'embauchent, pour que je puisse écrire cet article, que je puisse proposer ce film à tel distributeur? Il faut que j'ai de l'exclusif. Et pour avoir de l'exclusif, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'aille à Hong Kong, il faut que je rencontre des personnes à l'avance. Il y a un film, par exemple, que j'ai recommandé à un distributeur. Je l'ai recommandé avant que ce film ne soit vendu par une société de vente internationale à Cannes. Moi, directement au producteur, j'ai mis en relation le producteur et le distributeur français. Ils sont pas passés par une boîte de vente et ils ont eu le film grâce à moi. Et après, évidemment, au fil des ans, le fait d'avoir interviewé autant de personnes à Hong Kong, des personnalités du cinéma, bah, il y en a avec qui je suis devenu pote, ami même. Et c'est pour ça aussi que c'est vrai que quand tu parlais du côté humain, c'est vrai que voilà, je débarque à Hong Kong, je suis un petit journaliste inconnu et je rencontre Gordon Liu qui vient de tourner dans Kill Bill de Tarantino. Et le mec, tout de suite, il me trouve sympathique, quoi. Il me trouve sympathique. On boit du vin ensemble. Il me file son numéro de portable et il me dit OK pour l'interview. Et après, on se revoit tous les ans à Hong Kong, tu vois. Ah non, mais c'est ça que je trouve incroyable. Tu vas être en lien avec des célébrités mondiales, mais tu peux venir à Rennes et te débrouiller pour dépanner une Hermina dans son séminaire leader. Moi, je trouve ça incroyable. Je vois. Oui, après, le truc, c'est que que la personne soit célèbre ou pas, au final, franchement, au début, ça m'impressionnait, genre, peut-être 1 an ou 2, tu vois. Quand j'ai fait mes premières interviews, genre, j'ai interviewé Jean Reno ou Jean-Jacques Hano, tu vois, forcément, je flippais et tout, tu vois. Non, mais tu nous sors ça. J'ai interviewé Jean Reno, mais même là, je regarde le site que tu as fait en une seule nuit. Non, mais je suis non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, après, tu te rends compte que les personnes que tu interviews, ce sont des êtres humains comme toi et moi. Après, le fait qu'ils soient célèbres ou moins célèbres, c'est après, est-ce que ce sont des personnes intéressantes? Moi, je te vois là, par exemple. Oui, c'est ça qui est génial. Quand tu dis célèbre ou pas, c'est que voilà, tu as tout compris de l'humain. Là, par exemple, je vois une photo de toi avec l'acteur principal. Donc ça, c'est sur le site que tu as fait en une nuit. Oh là 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 là. Je découvre une photo de toi avec l'acteur principal du film La Mouche que je regardais quand j'étais jeune. Et tu es en train de danser avec lui. Tu m'expliques comment tu te retrouves Alors, il y a aussi, il y a aussi beaucoup de hasard. Effectivement, quand tu sors de chez toi, c'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'ai deux, on va dire, deux modes. J'ai le mode où je reste chez moi et je fais du montage, donc je sors pas, je vois pas la lumière du jour. Et j'ai le mode où je vais en festival et en général, c'est à Paris, mais je m'éclate beaucoup aussi à l'étranger. C'est vrai que je fais l'effort de payer un billet d'avion pour aller à l'étranger, donc forcément, c'est là où je vais m'éclater, je vais faire des interviews, je vais sortir le soir, et c'est voilà, tu vois. Et, oui, c'est ça qui est génial, c'est que toi, tu fonces vraiment, tu connais les personnes qui vivent de leur en général, je suis toujours financièrement, tu vois, sur le fil, tu vois. Donc quand je vais à un festival, je me dis bon bah tu vois, je cherche toujours à faire des économies, mais je me dis je suis sur place, autant en profiter à fond, tu vois. Oui, en tout cas, ce qui est génial, c'est que tu es la preuve vivante que tout est possible. Il suffit de voir ce site que tu viens de nous. Tu as réussi, en fin de compte, c'est ça qui est bien, avec tous tes milliers de vidéos que tu as, de cassettes vidéo VHS et tout ça, que tu conserves d'ailleurs, parce que c'est ton trésor à toi, c'est ton travail, c'est ton univers, c'est ta vie. Tu as réussi quand même à en choisir quelques-uns. Donc, c'est ça, je sais que ça a été assez compliqué. Tu as réussi à en choisir quelques-uns, donc c'est super. Tu as été à l'essentiel, je sais que tu vas le peaufiner.
Mais là, on voit pas mal d'images, de vidéos, de festivals, de personnes vraiment très connues dans le monde du cinéma asiatique et américain. Un documentaire également, un des documentaires que tu as réalisé sur les courbes féminines. J'ai trouvé ça excellent. Bon, ça, c'est un documentaire, c'est particulier parce que c'était un documentaire, on va dire, autoproduit. C'est-à-dire que personne m'avait demandé de le faire, même pas l'organisatrice de l'événement. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais je l'ai fait avec une amie, en fait. Je l'ai co-réalisé avec une amie parce que là, je commençais à changer de voie un peu dans le sens où ma spécialité du cinéma asiatique, ça m'a aussi enfermé un peu dans une case. Ce qui fait que quand les DVD ont commencé à moins bien se vendre, parce que bon, il y a eu la crise du DVD, hein, comme tu sais, depuis surtout, enfin, en particulier, notamment à cause du streaming, notamment à cause du piratage, bah, voilà, les DVD se vendaient de moins en moins bien, et du coup, les bonus DVD qui étaient un peu, c'était mon truc à moi, je faisais que des bonus DVD à un moment. Enfin, je faisais majoritairement des bonus DVD. Tout d'un coup, ça s'est arrêté, et donc entre 2009 et 2011, disons que c'était un peu la galère, quoi. Mais je continuais quand même. Du coup, j'essayais de faire des projets personnels. J'essayais de faire un documentaire sur des filles qui font du punk rock à Paris, où je les ai suivies pendant 2 ans. Finalement, j'ai toujours pas fini ce truc. Donc ça, c'est un des projets inaboutis, une des gestalt que je dois finir là. Alors, je vous explique quand même parce que il a suivi une formation avec moi sur la mission de vie, et évidemment, dans il y a pas mal de concepts de gestalt thérapie. Donc, moi, j'ai suivi la formation gestalt thérapie sur 2 ans. Et donc, j'intègre évidemment, moi aussi, comme toi, j'intègre tout ce que j'ai pu apprendre également dans le domaine de la thérapie. Et j'ai intégré des concepts de gestalt thérapie à l'intérieur de cette formation qui a duré 2 mois, qui est assez costaud, hein. Chaque vidéo de formation que tu suivais avec d'autres personnes chaque semaine durait entre 2 et 3 heures, et vous étiez là jusqu'à 3 heures. Donc, il y a eu pas mal de prise de conscience, pas mal de travail. Donc, en même temps, tu travaillais sur toi. C'est voilà, je mets en matière ce que j'apprends dans telle ou telle formation, même si c'est une formation de mission de vie. Et derrière, je l'intègre au quotidien. C'est là que quand tu parles de gestalt, ce sont des gestalts inachevés, c'est-à-dire tout ce qu'on a pu créer ou les relations qu'on a pu entamer et qui ne sont pas encore terminées. Donc, c'est un peu votre to-do list, et ça vous enquiquine dans l'inconscient parce que vous ne l'avez pas terminé. Et donc là, c'est l'exemple que tu as donné. Donc, du coup, tu t'es ouvert à d'autres choses parce qu'il fallait vivre. Et c'est là, mais avec. J'ai essayé de ne pas de décrocher trop du milieu de l'audiovisuel. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis intéressé à la photo. Enfin, je me suis intéressé à la photo, c'est-à-dire que je continuais à filmer. Je suis passé à la HD puisque je filmais avec une caméra DVCam avant, et je suis passé à la HD. Et en passant à la HD, je pouvais pas m'acheter des super caméras digitales qui coûtent super cher. Donc je me suis acheté, comme tout le monde, on va dire, un Canon 550D semi-pro, et ensuite un Canon 5D. Et c'est avec ça que tout le monde filmait. Pourquoi tu dis comme tout le monde? Ah oui, mais parce que voilà, on va dire, les pros, ils avaient tous un Canon 5D, donc forcément. Ouais, d'accord. Donc, ok, les pros. Les pros qui pouvaient se permettre d'acheter d'occasion un truc à 1000 balles, on va dire. Voilà. Mais en tout cas, voilà, tu t'es toujours investi en toi. Et là, je vois sur ton site, il y a également donc des documentaires que tu as créés, mais qui du coup, finalement, la personne pour qui tu avais fait le documentaire sans qu'elle le veuille, elle a été charmée par ton documentaire, elle l'a utilisé. C'est ce que tu m'as dit. Donc, finalement, ton initiative était la bonne. Et tu as également donc pu intervenir. Tu as été vers le champ de l'entrepreneuriat, de l'événementiel. Donc, tu as pu couvrir donc des événements comme ceux de Farida, Weekend United, comme ceux de Didier, avec le grand sommet de motivation, comme les miens, séminaires de leaders, etc. C'est donc voilà, tu as encore senti les choses, tu as su t'adapter, et toujours avec tes compétences. Donc, c'est ça qui est génial, c'est comment la passion nous révèle à soi, à notre plein potentiel.
rester persévérant, croire que tout est possible, même si on n'a pas beaucoup de moyens. Comment ta passion te fait vivre aujourd'hui encore durant cette période de crise. Et tu m'as dit, c'est génial, et c'est ça que je trouve génial. Récemment, lors d'une conversation juste avant la préparation de ce live, tu as pu me dire, c'est génial, j'ai une visibilité sur plusieurs mois, je suis serein sur plusieurs mois. Je ne sais pas si beaucoup d'entrepreneurs peuvent le dire aujourd'hui durant cette période de crise. Et c'est ça ta force, c'est comment anticiper les choses, rester dans ce qu'on aime faire, tester des choses, faire des erreurs, apprendre de ses erreurs, apprendre des relations aussi professionnelles. Est-ce que tu peux nous dire aussi là-dessus qu'est-ce que tu as appris des relations professionnelles, donc évidemment, toutes les formations au développement personnel et notamment celle de la mission de vie t'a permis de comprendre que même dans la relation professionnelle, il fallait que tu te fasses respecter de faire une élagation, entre guillemets, des choses que tu n'as plus envie de faire, mais également des personnes que tu ne veux plus côtoyer, afin de te faire respecter, parce que ce côté-là, introverti et extraverti à l'extérieur, peut être quelquefois utilisé par des personnes, et ça, maintenant, tu t'en rends compte, et savoir dire non, c'était pas facile pour toi. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as évolué? Mais c'est grâce à ta passion encore. Alors oui, alors le truc, c'est que, effectivement, moi, déjà d'une, j'aime pas décevoir les gens. Oui. Et du coup, j'accepte tout. C'est-à-dire que quelqu'un va me dire, oui, j'ai absolument besoin de toi pour faire ça. Et la même semaine, il y a une autre personne qui va me dire, oui, j'ai absolument besoin de toi pour faire ça. Et tu dis, si je lui dis non, elle va être déçue. Si je lui dis non, elle va être déçue. Et du coup, j'accepte les deux. Et je me retrouve à pas dormir. Et du coup, à bosser sur deux trucs en même temps. Et ça a souvent été le cas. Alors, à la fois, ça a été le cas pour des raisons financières, mais des fois aussi, effectivement, parce que pour des raisons humaines, c'est-à-dire que vraiment, j'avais pas envie de décevoir, j'avais pas envie qu'on m'en veuille. Pour me dire, ah, tu m'as laissé tomber. Donc, du coup, j'accepte plusieurs boulots en même temps. Et du coup, mais tu as accepté pas mal de choses. Tu as accepté, franchement, c'est ça que j'ai trouvé hallucinant. Tu as accepté d'être payé à bas prix, ce qui était juste anormal pour moi, par ta gentillesse, parce que pour toi, c'était facile, tu peux faire ça rapidement. Tu as accumulé pas mal de… Tu as dit oui à tout le monde. Tu as dit oui à tout le monde. Tu as dit oui même aux propositions indécentes. Quand je dis indécente, c'est pas qu'on veut ton corps. Mais, même si, voilà, t'es loin d'être laid, mais quand je dis indécente, c'est des propositions où on va te demander 300 € pour couvrir un événement alors que ça devrait être 1500 ou 2000. Mais moi, j'ai halluciné quand j'ai entendu, je dis, est-ce possible? Et est-ce possible? Et tu continues à dire oui parce que tu avais, voilà. Donc là, tu as complètement changé grâce au développement personnel, tu as travaillé sur toi. Donc, tu as fait un cheminement incroyable. Tu as le pif pour les choses, tu as le pif pour les films, tu as le pif pour les choses qui vont réussir à venir en France, mais tu as également le pif pour les personnes et tu as réussi à naviguer, à valser avec ça. Aujourd'hui, est-ce que ça a changé? Est-ce que tu réussis à dire non? Est-ce que tu réussis à dire non, je ne veux plus de ça? Je commence à réussir. Voilà. Mais ouais. Mais disons que tu parlais, en fait, le confinement, enfin, tu vois, cette situation, ça, effectivement, moi, j'ai toujours travaillé la tête dans le guidon, c'est-à-dire toujours dans le speed, dans le stress, avec plein de trucs à faire en même temps. Et du coup, plein de deadlines, plein de pression. Et le truc, le fait qu'il y ait ce confinement, forcément, le temps, il se dilate un peu. Forcément, les deadlines sont un peu plus cool parce que les gens te disent, bah non, bah t'es pas obligé de me l'envoyer la semaine prochaine, tu peux me l'envoyer dans 2 semaines. Et du coup, je peux prendre les projets un par un plutôt que de bosser sur tout en même temps. D'accord, ça c'est ça qui est intéressant. Donc là, vraiment, pour moi, je me dis, au final, enfin, c'était à moi de choisir ce rythme-là avant. J'aurais dû le faire avant, en fait. J'aurais dû le faire avant et j'aurais dû refuser certaines propositions pour en accepter d'autres et me concentrer que sur celle-là. Et parce qu'au final, en pensant que je fais 2 trucs en même temps et en pensant que ça va me faire 2 fois plus d'argent, au final, je vais
plus passer de temps parce que je serais pas satisfait et donc du coup je vais quand Donc même. voilà, donc c'est ça qui est très intéressant, c'est quand on est au potentiel comme toi, on va avoir tendance à aller accepter pas mal de choses, aller à droite à gauche, mais aussi avec cette peur de manquer à un moment donné, parce que tu es quand même père de 2 enfants, tu as pas mal, tu as ta responsabilité vis-à-vis d'eux, tu as ta responsabilité vis-à-vis de tous tes clients, et à un moment donné, tu t'es rendu compte que quand on est au potentiel, à un moment donné, il faut être focus sur une chose, c'est ça. Donc, c'est vraiment une chose à la fois. Et je te connais en tant que perfectionniste. Si on te demande du travail, ça va être du parfait. Vraiment, c'est du parfait. Ça va être, même si à un moment donné, tu vas être dans le speed et le parfait devient parfait. Mais selon moi, l'imparfait est le parfait. Vraiment, c'est l'imparfait et le parfait. Et il y a les limites du perfectionnisme. Effectivement, toi, tu te demandes de la perfection, mais tu le demandes également aux autres parce que tu vas vers la perfection, tu vas vers les meilleurs. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que quand tu vas vers une personne et quand tu travailles avec cette personne-là, tu sais moi, je sais que si tu choisis de travailler avec une personne, c'est une personne qui, dans ton état d'esprit, a un énorme potentiel. Elle a une sacrée valeur humaine aussi, si tu restes à travailler avec elle, évidemment. Elle a de la valeur au niveau de son travail et au niveau de l'impact qu'elle va donner au monde. Parce que toi, ce qui t'intéresse, c'est d'être en relation avec des personnes qui ont une contribution et un impact réel dans le monde. Et c'est ça qui est génial. Même si tu vas discuter avec tout le monde, mais au niveau, là, je parle du professionnel, bien sûr, le travail du professionnel. Je voulais te poser la question de cette hypersensibilité-là. Donc, quand on est au potentiel, en général, on est assez sensible ou même hypersensible. Moi, je me sens hypersensible et j'en ai pas honte. Voilà, j'en ai pas honte. Je trouve que c'est une force et toi aussi, tu en as fait une force. Et tu peux l'utiliser à bon escient, cette hypersensibilité-là. Et comment toi, tu l'as utilisé dans ton travail? Moi, j'ai compris que c'était en valorisant la sensibilité des autres, l'émotionnel. Mais ouais, tout à fait. Et pour ça, en fait, il faut évidemment, moi, je suis quelqu'un qui écoute bien. J'écoute, enfin, je sais, voilà, je sais écouter et j'observe beaucoup aussi. Ça veut dire quoi, excuse-moi de t'interrompre, ça veut dire quoi bien écouter, je sais écouter? Est-ce qu'on peut ne pas savoir écouter? Bah oui, on pense qu'on écoute, mais on plonge pas au cœur des choses, quoi. Donc toi, tu plonges au cœur des choses quand tu Parce que, écoutes. par exemple, quelqu'un peut me demander un travail à faire et la personne ne verra que la partie superficielle, la partie habillage, par exemple. Et cette personne ne pourra peut-être pas se rendre compte qu'au final, moi, quand je fais un montage, je cherche à valoriser le contenu avant de faire les lettres bling bling et tout ça, tu vois. Et pour ça, pour que cette personne puisse s'en rendre compte, il faut que je discute avec cette personne et qu'on échange et que cette personne me fasse confiance aussi. Si la personne me demande juste un travail, je veux ça comme ça, sans qu'on discute vraiment, en me donnant une date limite, forcément, je vais faire un truc carré, mais il y aura, bon voilà, ce sera juste bien fait, mais sans plus. Il y aura pas un Oui, truc. et donc c'est quoi sans plus? C'est quoi ce sans plus? Donc toi, c'est quoi le sans plus? Le truc, c'est que tu discutes avec la personne, par exemple, qui fait un événement, elle t'explique pourquoi, tu vois, tu discutes au moins avec la personne, elle t'explique pourquoi elle a fait l'événement, ce qu'elle veut que cet événement apporte aux gens, ou etc., ce qu'elle compte faire. Par exemple, voilà, c'est une fois que tu as bien échangé avec cette personne, tu peux lui dire comment tu vas aborder sa vidéo, ce que tu comptes faire par rapport aux intervenants, par exemple, qui vont venir. Est-ce qu'il y aura des surprises? Est-ce que ça va être improvisé? Est-ce que ça va être chronométré ou ce genre de choses, tu vois? Et c'est pour ça, bon, on va prendre l'exemple du Grand Sommet de la Motivation, qui était une journée de séminaire où il y avait quand même 21 conférenciers. Donc c'était vraiment un truc, tu vois, c'était juste éreintant. Et pourtant, enfin, le truc, c'est que voilà, les intervenants étaient intéressants. Et le truc, c'est que moi, j'ai pas choisi de faire ce job juste en posant ma caméra, filmer et penser au montage après. J'étais à fond dans, dans ce que disaient les conférenciers. Donc, du coup, je m'enrichissais aussi. C'est-à-dire que
le public qui a payé sa place pour voir les conférences, ben forcément, il essaye de prendre un maximum de cet enseignement. Mais moi, qui suis censé être un caméraman, monteur, qui doit être un peu détaché de tout ça, moi, je lui dis, bah, tant qu'à faire, j'en profite aussi. J'écoute ce que cette personne a à dire. Je filme quand même, je fais bien mon travail, mais en plus, je prends aussi ce que la personne a à donner. Et après, si ce que la personne a à donner me touche ou pas, bah forcément, quand je vais faire le montage de cette vidéo, je vais essayer de retranscrire ce que j'ai senti sur place ce jour-là, parce qu'en fait, on peut filmer un événement, on peut filmer quelque chose, mais si on n'a pas le ressenti, enfin si on n'était pas sur place, des fois on n'est pas obligé de retransmettre le même ressenti que les personnes qui étaient dans le public. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire, en tout cas, avec la plupart de mes montages, c'est-à-dire que quand j'ai ressenti telle chose à tel moment, que la personne a dit telle chose, quand je fais le montage de la vidéo, je me dis comment je dois monter pour que le public ressente exactement ce que j'ai ressenti à ce moment-là. C'est brillant, c'est ça qui est brillant. Très souvent, on dit que regarder un spectacle en vrai, il y a l'énergie, il y a les émotions, il y a le ressenti, mais regarder un spectacle ensuite par le biais d'un écran, ça n'a rien à voir, on n'a plus le ressenti, tout ça. Et toi, c'est vraiment brillant, je trouve. C'est que tu as eu cette idée de transformer l'image pour que les personnes qui sont à l'écran aient l'impression qu'elles étaient présentes. Et comment? Parce que tu as compris que, voilà, là maintenant la parole et tout ça, donc il n'y a rien qui se passe, la personne peut rester dans l'écran et que ça soit figé, mais là, il y a quelque chose qui se passe. Là, il y a la conférencière qui est en train de nous révéler quelque chose, qui la poigne, qui est en train de révéler qu'elle revoit sa sœur qu'elle n'a pas vue depuis 20 ans, qui a accepté de venir. Qu'elle n'avait jamais vue, en fait, qu'elle a découvert 3 jours avant. Et donc, sa sœur qu'elle avait découverte 3 jours avant, qui est présente dans la salle, sa sœur, elle est conférencière, sa sœur qui est là au fond de la salle, et la conférencière qui nous partage ça, mais moi je l'ai ressenti, j'étais pas là, mais je l'ai ressenti, j'ai les larmes aux yeux pour Betty, donc Betty Moutama, qui était sur scène et qui nous partage ça, mais c'était très très fort. Et qu'est-ce que tu as fait pour que nous, après, moi j'utilise juste des outils, on va dire c'est un peu cinématographique, c'est-à-dire que effectivement, comme j'ai une culture ciné, je sais que quand tu fais un zoom ou quand tu fais un travelling arrière, ça fait passer tel ressenti en fonction des films que j'ai vus. Donc forcément, j'ai fait des tests au montage. J'ai dit tiens, si je zoome légèrement sur son visage pendant quelques secondes, au moment où il y a juste après le contre-champ sur la sœur, sans qu'il y ait de bruit. Enfin voilà, ça va faire passer un truc. Donc voilà, je fais des tests et puis après je le reteste sur moi, c'est-à-dire que je repasse la vidéo et est-ce que je ressens exactement la même chose que j'ai ressenti? Je vais là ça marche et après je valide le truc quoi. Mais effectivement, lorsque sur place j'ai filmé justement cette scène de retrouvailles entre les deux sœurs, bah là il fallait se décider à la seconde près. C'est-à-dire que heureusement j'avais ce truc aussi. J'ai beaucoup fait de vidéos reportages en fait. C'est-à-dire que quand j'allais dans les festivals à Hong Kong, j'étais toujours avec ma caméra et j'essayais de choper les meilleurs moments. Il y a Jackie Chan, il y a Tony Leung. J'essayais de choper les meilleurs moments, de zoomer sur la personne, etc. De pas rater ce moment, tu vois. Et du coup, ça m'est un peu resté ce côté vidéo reportage. Donc du coup, lorsque j'ai vu que dans cette conférence du Grand Sommet de la Motivation, qu'il y avait un truc imprévu qui se passait, donc là, j'étais aux aguets. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle va nous révéler? Tu vois. Et donc forcément, j'étais au taquet. Et au moment où effectivement la sœur s'est levée, je sais que j'avais un deuxième caméraman. Le deuxième caméraman, je sais qu'il filme Betty. J'ai tourné ma caméra et j'ai filmé direct la sœur, tu vois. Mais alors, il n'y avait pas de lumière ni rien. Donc, j'ai augmenté l'ouverture de l'objectif pour qu'on réussisse à la voir le plus clairement possible. Donc voilà, c'est excellent. C'est avoir une vision. C'est un truc, faut se décider à la seconde près, tu vois. J'aurais raté le contre-champ de la sœur, tout serait tombé à l'eau, quoi, tu vois. Mais ouais, mais c'est excellent parce que tu as l'instinct cinématographique dans tout ce que tu fais. Et avoir un caméraman pour nos événements ou même pour créer un documentaire, un reportage sur ce qu'on fait, qui a cette culture cinématographique, c'est juste énorme parce que du coup, en alliant la culture cinématographique avec la demande de filmer, derrière, tu transformes le ressenti des personnes qui vont regarder, c'est-à-dire que entre un caméraman lambda qui va peut-être pas saisir et prévoir la réaction, parce que c'est ça,
Je prévois la réaction de la personne. Je sais qu'il va se passer quelque chose parce que je suis hypersensible, parce que j'ai cette culture de l'humain. Pourquoi? Parce que j'ai lu, j'ai regardé des milliers de scénarios depuis que je suis tout petit. Et les scénaristes, ils font quoi? Ils étudient la psychologie humaine. Ils étudient la psychologie humaine, ils connaissent le comportement humain. Et toi, c'est comme ça que tu as appris l'anglais, au travers des films. Tu as appris la psychologie humaine, le comportement humain, au travers de tous les scénarios que tu regardes depuis tout petit. Et c'est ça qui aujourd'hui fait que tu peux prévoir le comportement, la réponse, la réaction d'une personne. Pouf, changement d'angle de vue. Je zoome parce que je sais que ça va être fort dans le documentaire que je vais donner à la personne qui m'a commandé un reportage. Et ça, c'est brillant. C'est vraiment brillant. C'est comment transformer l'hypersensibilité en une force dans son business. Et c'est ça que j'aimerais vraiment que les personnes qui nous écoutent, c'est si vous avez des failles ou des faiblesses que vous considérez vous comme des faiblesses, comment les magnifier, comment les transformer en tant que force. Je ne sais plus qui l'avait dit, c'était Edith Lassia qui disait que notre faille est l'endroit où Dieu s'infiltre pour nous présenter notre puissance, notre humanité. Et toi, c'est ça, c'est que par cette hypersensibilité-là, tu nous as présenté ton humanité, bien sûr, ton écoute, parce que là, c'est plus une écoute auditive, ce n'est plus qu'une écoute, c'est une écoute instinctive, intellectuelle, spirituelle, limite télépathique. Et ça, cette écoute-là, je l'ai rarement vue chez quelqu'un et je trouve ça exceptionnel. Vraiment, je suis vraiment bluffée et voilà, c'est comment avoir quelqu'un avec cette culture cinématographique-là, cette connaissance de l'humain, du comportement humain, avec cette vision des choses holistiques. Vraiment, c'est une vision holistique que tu as de tout l'environnement. C'est comme si tu voyais le monde comme un film de cinéma. Bah, disons que pendant toute mon adolescence, ce qui m'a fait ressentir, ce qui m'a fait ressentir des choses, ce sont les films en fait. C'est ça en fait. C'est les émotions, tout ça, les comédies, les drames, etc. Pour moi, c'est les trucs forts que j'ai ressentis pendant mon adolescence, c'était surtout à travers le cinéma. Et je trouve que justement, les scénaristes et les créateurs, les réalisateurs, ils réussissent à faire, via une fiction, via un truc qui est censé être, tu vois, qui est censé ne pas exister, ils réussissent à créer quand même des sentiments vrais. Enfin, tiens, un truc vrai chez les spectateurs. Et c'est ça que je trouve super fort, en fait. Alors que, bizarrement, enfin, même pas bizarrement, c'est clair que, par exemple, qu'on filme de la télé-réalité, il n'y a pas plus fake que les personnes qui sont filmées dans les télé-réalités. C'est du faux. C'est censé être du vrai et c'est du faux, quoi. C'est pour ça que je trouve ça dégueulasse. Et, enfin, je hais la télé-réalité. Enfin, je hais les émissions de télé. Moi aussi, ils ont le scénario. Tu sais qu'ils ont le scénario à l'avance, qu'ils font la comédie, ils sont tous des comédiens, et que ils prennent. Ce que t'aimes pas, c'est qu'on prend les gens pour des cons. Exactement, voilà. On va dire ce qui est. Tu n'aimes pas qu'on prenne les gens pour des cons, et voilà. Puis ouais, enfin la malhonnêteté, tout ça. Bah oui, donc tu as bien compris que la malhonnêteté, tu l'acceptes plus. Tu ressens les choses, tu dis stop, et ça vraiment. J'ai vu ton évolution et je dis chapeau bas. C'est vrai que c'est pas évident par rapport justement voilà. Les gentils sont pas des cons aussi, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça qui est génial au niveau du business, c'est comment allier ce qui nous sommes dans le monde du business qui peut quelquefois être cruel, ne pas se laisser faire et apporter de l'humanité dans ce monde. Et c'est ce que toi tu fais. Moi, je m'en suis rendu compte lors du séminaire de leader où, en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que, alors je vais vous donner l'anecdote quand même, c'est que on avait 2 caméras. Et les 2 caméras, il y a eu un problème au niveau on a eu un problème au niveau des batteries.
Aucune caméra n'était possible, donc mon séminaire n'aurait pas été, on n'aurait pas eu un souvenir du séminaire. Et moi, j'étais là en tant que simple spectateur. Et toi, tu étais là comme spectateur et tu es venu me voir. Alors moi, je te connaissais pas tellement, mais j'ai trouvé extraordinaire ta réaction. Donc le mec qui vient du monde du cinéma, mais je connaissais rien de toi. Je connaissais rien. Tu avais envie. Je ne sais pas pourquoi tu es venu à mon séminaire. Parce que tu m'as invité. Tu m'as dit, bah ouais, tu m'as dit, au début, en fait, je t'ai demandé si tu avais besoin d'un caméraman. Tu m'as dit, on n'a pas de budget, mais par contre, je t'invite. Oui, parce qu'on commençait, oui, tout à fait, le séminaire était tout petit. Et du coup, tu m'as dit, viens juste pour regarder le séminaire, tu penses pas au travail, voilà. Et oui, parce que j'étais pas d'accord que tu viennes pour filmer. Et je dis, ben non, tu vas profiter du séminaire. Je t'avais dit, profite du séminaire. Mais j'ai quand même ramené un petit appareil au cas où dans mon sac. Ouais, mais ce qui est incroyable, c'est que les meilleurs moments du séminaire, tu les as captés, pas forcément avec ton petit appareil. Ouais, avec mon téléphone. Avec ton téléphone. Et donc, tous les moments humains du séminaire où on dansait, où on rigolait, où on a pleuré, et en fin de compte, c'est grâce, tu me les as mis en lumière avec un teaser que tu as mis en place. Moi, j'étais là. Mais c'est fou. Et c'est grâce à toi que désormais, la commande qui va être faite auprès des caméramans ou des personnes qui viendront pour filmer, il y a une personne spéciale qui va prendre l'ambiance, l'humanité, parce que c'est ça qui fait toute la différence. Et c'est grâce à toi, c'est toi qui me l'as appris. Il faut quelqu'un qui va faire des interviews, une autre personne qui va prendre en compte l'ambiance, le côté humain, parce que je ne m'étais pas rendu compte de l'importance de saisir ces moments émotionnels qui font toute la différence par rapport à un autre séminaire. Merci énormément parce que j'ai énormément appris grâce à toi pour la préparation du séminaire Leaders. Et après, tu as décidé, puisque tu as découvert le séminaire, tu t'es rendu compte que moi aussi, je crée mes séminaires avec des valeurs humaines. Ce n'était pas des séminaires lambda non plus. J'avais besoin de l'émotionnel, j'avais besoin de l'humain. J'avais besoin également de mettre en lumière quelqu'un qui était dans l'ombre. Là, par exemple, pour Fabien, par rapport à son histoire, il m'avait révélé une histoire douloureuse de sa vie qu'il avait vécue l'année dernière et on a failli le perdre. Et donc, moi, j'étais là et il me révèle un moment douloureux où où il avait accompagné plusieurs personnes donc pendant 1 an et il y a eu un gros souci de santé pour lui et sa femme. Mais il a vraiment eu quelque chose de très, très dur. Et il a demandé aux personnes qu'il avait accompagnées d'y aller quand même. Allez quand même sans moi à cet événement à Paris. Je vous ai préparé pendant 1 an pour cet événement-là. La seule chose que je vous demande, c'est de créer la scène, tu te rappelles, du cercle des poètes disparus et de me dire, entre guillemets, au revoir, ou que sais-je, voilà. Et la personne qui devait prendre en charge cet hommage a fait a été devant toutes ces personnes-là à Paris en leur disant, voilà, j'ai un message de Fabien, il aimerait, voilà, ça, dire au revoir de cette manière-là. Elle l'a dit en pleurant et moi, ça m'avait bouleversée. Ça m'avait bouleversée. Fort heureusement, Fabien est en vie aujourd'hui. C'est quelqu'un d'extraordinaire, un haut potentiel, un génie dans le business, mais également dans l'humain. J'ai découvert Fabien, je ne le connaissais pas non plus. Il était venu comme toi, c'est incroyable, comme toi, dans le public. Alors, c'est un mec qui gère 20 business, 20 entreprises dans le monde entier. Qui, par le biais de sa sensibilité, qui est devenue une force, il a réussi à traverser tous les problèmes de santé qu'il a pu avoir, mais il a pu accompagner des hauts dirigeants, des grands sportifs. Fabien était comme toi dans le public. Et il est venu avec un grand carton tu te rappelles, de livres qu'il voulait offrir aux personnes qui ont contribué au séminaire. Mais je dis, mais
mais qui sont ces gens qui veulent m'aider? C'est incroyable, j'ai rien demandé. Et c'est ça, cette humanité des grands. Les grands, tu vois, j'ai côtoyé des personnes de très haut niveau en expertise. Ce sont des personnes que je peux appeler à 22 heures, comme Michel Wozniak, qui est champion du monde. Au championnat du monde, il a gagné la médaille de bronze en lecture rapide. C'est lui qui a repris qui représente l'entreprise de Tony Buzan aujourd'hui. Donc c'est énorme, Tony Buzan, donc celui qui a créé le mind mapping et la mémoire. Et je l'appelle à 22 heures parce que la personne du live du lendemain ne pouvait plus être là. Et à 2 heures du matin, mon live était assuré. Il est resté avec moi de 22 heures à 2 heures du matin. Et c'est là que je me dis que les personnes qui ont un très haut niveau d'expertise n'ont plus rien à démontrer. Elles sont très accessibles. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on n'ose pas contacter telle ou telle personne parce qu'on a l'impression qu'elle n'est pas accessible. Mais non, ces personnes-là sont les premières à vous aider. Frédéric, tu as été là. Je t'ai dit, tu viens, tu ne prends pas ta caméra, tu es là. Je veux que tu sois que spectateur. Et toi, tu as pris ton appareil photo, tu m'as fait un truc de ouf. Fabien, pareil. Il est venu il est devenu sponsor du séminaire. Tu es devenu sponsor de Leader. Les sponsors sont venus tout naturellement parce qu'ils voulaient découvrir le travail derrière la personne. On dit toujours, il y a une femme derrière un grand homme. Il y a aussi un grand homme derrière une femme. Toi, par exemple, ou Fabien, pareil, les grands hommes derrière les femmes. Et aussi, il y a des grandes personnes derrière les événements, derrière le produit, derrière l'offre. C'est pour ça que je dis, je n'ai pas peur de la concurrence. Pour le même produit, les personnes qui correspondent à mes valeurs, à ma personnalité, vont venir vers moi. Je peux avoir une autre coach à côté de moi, mais vers moi viendront les bonnes personnes. C'est ce que toi, tu as fait. Ben, je pense que ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai un peu toujours fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me dis, tiens, mais pourquoi cette personne n'est pas assez connue? Il y a un problème, quoi. Ouais, t'as une injustice, je pense. Voilà, donc c'est juste, j'ai réfléchi juste comme ça, en fait. Je me dis, mais attends, mais comment personne connaît cet événement, ou pourquoi c'est pas plus médiatisé, etc. Et pour ça, effectivement, il y a, parmi les réponses, c'est que, voilà, il y a pas assez de visibilité parce qu'il n'y a pas assez de promotion, de vidéos, etc. Enfin, voilà, il y a tout ça, forcément, comme je te dis, j'observe un peu et puis j'essaye de voir ce qui pourrait être amélioré ou pas. Enfin, voilà. Oui, parce que tu m'as proposé ton aide en community management sur les réseaux sociaux. Tu me donnes une statistique en me disant, ah, Hermina, là, en quelque temps, tu as eu 1000 abonnés, continue tes lives. Bon, Hermina, il y a ça à faire. J'ai trouvé ça hallucinant. J'avais comme un ange gardien là qui était là. Comme Fabien, c'est pareil. J'ai l'impression d'avoir un ange gardien. Et c'est très rassurant d'avoir des personnes avec leur expertise de ouf qui sont là, qui disent, Hermina, là, tu as un projet qui est en train de te dépasser. Ben, c'est vrai que quand on fait les choses seul aussi, et comme je fais les choses seul, mais j'essaye maintenant justement de travailler plus avec d'autres personnes. Mais c'est vrai que quand tu fais les choses seul, il y a des choses que tu peux oublier, tu vois, ne serait-ce que le truc de, quand tu es sur BeLive, de mettre en mode public, parce que ça te le met automatiquement en mode ami. Si tu le mets en mode ami, ça te fait perdre 1000, on va dire, spectateurs en plus potentiels, puisque t'as 1000 followers en plus de tes amis. Enfin voilà, tous ces petits trucs-là, moi je les note comme ça, enfin je les vois, je les observe, mais voilà, enfin c'est des trucs qui deviennent au final que j'ai intégrés, tu vois. Ne serait-ce que quand quelqu'un poste une photo sur Facebook qui est de 200 par 400, la photo elle est trop petite, donc forcément elle va être postée sur Facebook, elle va être toute pixelisée, toute dégueulasse, mais la personne ne va pas s'en rendre compte, elle va juste penser à poster une photo, mais elle va pas penser à poster une photo de haute qualité, que ça corresponde aux normes de Facebook, pour que ce soit vu dans les meilleures conditions possibles. Il y a plein de trucs comme ça que je note tout le temps. C'est ça qui est super intéressant, c'est que toutes tes connaissances en photo, en cinéma, de l'image, de toutes tes connaissances de l'image, tu les appliques également sur les réseaux sociaux. Tu connais exactement les astuces pour créer du contenu valorisant sur les réseaux sociaux, de quelle manière, quel format, quelle durée. La lumière aussi, tu m'as donné des conseils pour la lumière. Et c'est ça.
Ouais. Et puis effectivement, les réseaux sociaux, comme en fait j'ai commencé par écrire sur un site internet qui était DVDRama, donc forcément tout ce qui est question de statistiques, de taille d'image, pour quand tu fais un article, tu dois mettre telle taille d'image, tu as tel code HTML pour que ça réduise l'image à la bonne taille, etc. Tout ça, c'est des trucs que j'étais pas censé apprendre en tant que journaliste, mais que je me suis quand même, quand je voulais mettre mes propres articles en ligne, parce que le webmaster était trop occupé, bah, j'ai demandé au webmaster de m'apprendre à mettre les articles en ligne, donc de m'apprendre le langage HTML, de m'apprendre comment ci ou ça fonctionnait. Et forcément, ça, c'est des trucs que j'ai retenus. J'ai appris ça comme ça, vite fait, parce que j'en ai besoin, mais au final, je l'ai retenu et je l'applique encore maintenant. Tu me fais rire, j'apprends ça comme ça, vite fait. Moi, il me faudrait des mois pour apprendre. Non, mais tu sais, maintenant, voilà. C'est incroyable. Comment tu fais pour apprendre vite fait des choses aussi? C'est pas dire, même parce que le monde va vite et tout va vite. Donc voilà. Et effectivement, quand Twitter est arrivé, quand Facebook est arrivé, moi, Facebook, effectivement, il a fallu même pas beaucoup de temps d'adaptation, mais disons que quand Twitter arrive après, tu dis, Twitter, pourquoi, il y a 120 caractères, à quoi ça sert, etc. Donc à un moment, j'ai compris comment fonctionnait Twitter. 120 caractères, ok, mais justement, tu dois mettre ton idée tu dois faire l'effort de mettre ton idée en 120 caractères. Et en plus, après, tu peux mettre un lien. Donc, il faut choisir les 120 caractères, choisir le lien. Donc, du coup, ça t'oblige à faire un effort de réflexion, de poster un truc intéressant. Après, évidemment, il y a deux types de personnes qui postent. Il y a les personnes qui postent du contenu intéressant et il y a les personnes qui postent du contenu, on va dire, putaclic, donc des trucs racoleurs. Ça, c'est un autre concept. Mais disons que dès qu'un nouveau média apparaît, dès qu'une nouvelle plateforme apparaît, je m'y intéresse. J'étais même anti-Instagram pendant des années. Et après, je me suis dit, mais attends, je comprends pas. Je suis allé voir 3 tutos Instagram et j'ai compris pourquoi Instagram fonctionnait, à quoi ça servait et qu'est-ce que ça pouvait rapporter au niveau du business. Parce qu'au début, je pensais qu'Instagram, c'était juste des personnes qui se postaient en faisant la moue en selfie et que ça ne servait à rien d'autre que de se montrer chez soi en train de faire sa cuisine ou je sais pas quoi. Au final, j'ai vu on pouvait se servir d'Instagram d'un point de vue professionnel et que ça cartonnait. J'ai vu notamment des danseuses, une danseuse qui a créé un compte Instagram. 2 semaines après, elle avait je sais pas combien de clients en plus, tu vois. Donc, à chaque activité correspond peut-être une plateforme de réseaux sociaux. Et effectivement, LinkedIn, c'est pour un certain type de profil. Instagram, c'est pour un certain type de profil. Twitter, c'est pour un certain type de profil. Moi, mon Twitter, j'utilise pour poster des trucs que j'aime, tu vois, la musique que j'aime et tout. C'est moyen pro, moitié pro et moitié, on va dire. Je n'avais jamais cru qu'on peut passer de la musique sur Twitter. Moi, je croyais que Twitter, c'était plus pour les news très courtes et que c'était plutôt par exemple, pour les journalistes. Par exemple, il y a un groupe que j'adore, un groupe de hip-hop qui s'appelle Run the Jewels. Je les suis sur Twitter. Ils ont posté un nouveau clip. Je retweet. Et là, ça va être retweeté un nombre incalculable de fois en fonction du nombre de followers. Mais voilà, il y a plusieurs, on va dire. Disons voilà, on va dire que j'étudie pas ça comme ça en mode marketing, mais vu que je passe quand même pas mal de temps sur les réseaux sociaux et que je communique sur les réseaux sociaux, forcément, il faut que je m'adapte, il faut que je comprenne aussi sur quoi je dois passer plus de temps. Est-ce que c'est sur Facebook? Est-ce que c'est sur Twitter? Est-ce que c'est sur Instagram? Aujourd'hui, en tant que photographe, réalisateur et cinéaste, et monteur vidéo, quels sont les réseaux sociaux que tu utilises? J'ai trouvé pas mal de boulot grâce à Facebook, en fait. J'ai trouvé, j'ai la moitié de mes contacts, effectivement, tu as remarqué que je communique à la fois en anglais et en français. La moitié de mes contacts sur Facebook sont anglophones et l'autre moitié est français. Et du coup, j'ai trouvé autant, l'année dernière, il y a quelques mois, on va dire, j'ai trouvé autant de boulot en France qu'à l'étranger. Tu vois, j'ai notamment, j'ai fait une interview en France, mais pour un distributeur anglais, pour un Blu-ray qui va sortir en Angleterre et aux États-Unis. Et du coup, j'ai communiqué donc avec une productrice américaine qui travaille avec des Anglais et qui ensuite m'a demandé de faire une interview avec un réalisateur français et un monteur français qui ont tourné un film d'action dans les années 80, mais en Turquie. Voilà. Donc c'est excellent. Mais tu t'éclates, toi. Tu fais le lien entre les États-Unis, la France, la Turquie. Tu dois t'éclater dans ton travail. Au début, je pensais même pas que ça allait être un travail. Au début, la productrice me dit, oui, est-ce que tu connais tel réalisateur? Je fais, oui, je connais quelqu'un qui le connaît. Est-ce que tu veux le contact? Et après, je lui dis, mais je suis con. Je suis réalisateur de bonus DVD. J'ai qu'à trouver le contact du réalisateur et faire le bonus moi-même.
Et au final, c'est ce qu'elle m'a proposé au final. Elle pensait que de toute façon, c'était à moi qu'elle allait s'adresser pour faire cette interview et le montage de cette interview. Et donc au final, je suis parti à la recherche de ce réalisateur. J'ai trouvé, grâce à un pote, j'ai trouvé le contact de ce réalisateur. Je suis allé faire l'interview et ensuite on a communiqué via par email, via Facebook, pour les différentes versions du montage. Ils étaient très contents. Après, j'étais un peu moins payé que ce que je devrais parce que je devais faire l'interview du réalisateur français en anglais, mais il avait oublié l'anglais. Enfin, tu sais, il a tourné en anglais dans les années 80, il a oublié. Donc, j'ai dû faire l'interview en français et sous-titrer en anglais. Donc, donc voilà, donc c'est du taf en plus. Après, c'était un choix aussi de ma part. C'est-à-dire que je pouvais dire, ouais, j'ai pas envie de le faire. Ils auraient pu, hein. Mais disons que comme je suis perfectionniste, je voulais pas qu'il y ait des trucs qui soient mal traduits. J'ai fait une liste de dialogues, donc j'ai pas fait exactement les sous-titres anglais, mais disons que j'ai fait une liste de dialogues avec le vrai contenu, enfin la vraie signification en anglais, pour pas qu'il y ait de malentendus, que voilà. Donc voilà, donc j'ai fait ce petit truc en plus, mais au final je suis super content parce qu'ils sont contents. Mon truc, mon truc, il va être en anglais, sur un Blu-ray anglais, donc ça je suis trop content, quoi. Wow, c'est un film culte des années 80, trop débile, qui est génial, quoi. Donc voilà. Il va falloir que tu nous mettes tu mettes ça sur ton nouveau site pour qu'on puisse découvrir les choses que tu réalises. Est-ce que tu peux nous partager rapidement le mail, le contact, ou si les personnes ont envie de te contacter aujourd'hui pour réaliser un montage vidéo avec toutes tes connaissances cinématographiques, pour que les personnes qui vont voir le montage de leur événement ou créer un reportage avec tout l'émotionnel du cinéma, comment on peut contacter sur la nouvelle page que je viens de créer, il y a une partie contact en bas. D'accord, donc allez sur, tu peux redonner le lien du site sur Facebook? Oui, le site c'est ça. Hop. Donc là je vois, donc on n'a pas, donc là je vois pas de questions. Asia qui dit j'y étais, merci. Ah, peut-être pour leader. Non, elle n'était pas leader, elle était à Weekend United. Weekend United. Parce que je l'avais invitée à y participer. Je l'ai filmé en train de danser, Asia. Oui, tout à fait. C'était, j'avais proposé à Farida parce qu'elle m'avait demandé de venir avec un groupe de danse parce que je suis passionnée de danse. Et je dis non, moi je n'ai personne à Paris, j'ai des personnes à Rennes, mais ça va être compliqué. J'ai fait appel à Asia qui nous a fait un superbe tango oriental contemporain. C'était juste magnifique. Donc là, je regarde s'il y a des questions. Non, je vois pas de questions. Laurence qui dit qu'effectivement tu es trop modeste. Émilie, template ou pas, super job en une seule nuit, bravo. Donc Émilie a vu ton site. Sylvain Petit nous a rejoint tout à l'heure. Laurence dit j'atteste pour les films de HK de Hong Kong, je suppose, sous-titrés en anglais. Ça a aidé aussi. Beau Parleur dit si vous aimez le cinéma d'action Hong Kong, c'est la vie. Sylvain dit le momentum. Alors, c'est vrai je ne sais pas de quoi il s'agit. Beau Parleur, pour avoir suivi cela en tant que consommateur DVD Rama, la sortie des Shaw Brothers, ce petit live laisse rêveur. Asia, ok. Oui, alors Asia qui dit oui, c'est ça. C'était super, Asia. C'est vraiment super ce que tu nous as proposé. Et Asia est également une experte que j'ai interviewée pour faire connaître à la communauté leader. Donc, elle nous a montré ses casquettes également de thérapeute, experte aussi de tout ce qui est psychocorporel. Elle est art thérapeute, elle est grande chorégraphe et donc voilà, c'est intéressant de découvrir plein potentiel de toutes les personnes comme vous, hein, toi, Fabien, Asia, etc. On a plusieurs casquettes grâce à notre passion. Donc Asia, c'est la passion de la danse, mais également des arts martiaux et de l'humain en général. Donc c'était vraiment excellent. Est-ce que tu pourrais nous partager l'anecdote, pour terminer, finaliser cette interview? Je voudrais aussi préciser, il y a justement, parce qu'on a parlé de Asia, il y a un des trucs qui m'éclate dans le montage, c'est de monter des vidéos musicales, des vidéos de danse ou des clips. Ça aussi, c'est un truc que j'ai fait.
je l'ai fait avec Asia, donc justement, moi, comme j'adore la musique et justement, en tant que monteur, le sens du rythme, il faut l'avoir, tu vois. J'ai déjà réussi à monter des clips sans avoir de clap, tu vois. Donc, vraiment, à l'œil et à l'oreille, en fonction du rythme et tout ça, c'est un truc que j'adore faire au niveau montage, tu vois. J'aime pas faire du montage tout le temps, mais il y a un des trucs que j'adore monter, c'est tout ce qui est vidéo musicale, de danse ou les clips, quoi. Après, ce qui est toujours compliqué, c'est quand tu travailles avec des artistes qui n'ont pas de budget. Voilà, c'est juste ça en fait. J'ai tourné un clip de rap il y a 15 ans, tu vois, avec un artiste super connu. Et malheureusement, j'ai pas envie de le partager parce que c'est très mal passé. Il est vraiment ultra connu, c'est-à-dire que ça pourrait, sur ma page, ça pourrait faire super, tu vois, ça pourrait vraiment rajouter, on va dire, un peu plus de paillettes, on va dire. Mais j'ai tellement pas envie d'en parler j'ai pas envie d'en parler parce que justement, c'était une très mauvaise expérience, qu'il n'y avait pas de budget et en plus on a remonté le clip sans mon autorisation, tu vois. En bref. Donc c'est clair que tu vois, quand tu me parlais de personnes connues ou pas connues, j'ai travaillé avec quelqu'un de super connu dans le milieu du rap français, mais pour moi humainement cette personne, elle est lamentable, quoi, tu vois. Donc du coup j'en parle pas, tu vois. Donc en fin de compte, toutes les personnes qui humainement sont lamentables, tu ne vas pas les valoriser sur ton site, si j'ai bien compris. Non, ouais, même si ça me ferait une autre, tu vois, franchement, imagine dans le milieu du hip-hop, s'il y a d'autres rappeurs qui voient le clip et qui disent ah ouais, c'est toi qui as fait ce clip-là, donc j'aimerais bien bosser avec toi, mais quand même non, tu vois. Ouais, tu fais attention, ouais, tu suis tes valeurs, hein, c'est ça qui est bien. Bon, écoute, donc du coup, tu me demandais quoi? Désolé, je t'ai interrompu. Alors il y avait une seule question avant qu'on termine parce que là il y a déjà 1 h 30. J'aimerais bien que tu nous parles de tes rencontres qui sont incroyables. Alors déjà pour Asia, tu as dit tout à l'heure Asia. Asia, non, j'ai dit Asia. Alors ouais, j'ai entendu Asia, je trouvais ça incroyable. Jamais dit Asia. Comment le monde est petit. Ouais. Comment le monde est petit. Et c'est incroyable. Tu rencontres Asia parce que je l'ai invitée à Weekend United. À Weekend United. Et par la suite, tu la suis sur un live que j'ai fait avec elle. Et vous vous rendez compte tous les deux. Bon, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, je connaissais son fils parce que son fils est scénariste et aussi un passionné de cinéma asiatique et qu'il a écrit le scénario d'un film qui va sortir chez Gaumont qui s'appelle Tout simplement Noir de Jean-Pascal Zadi. Et en fait, j'étais en contact avec lui depuis 1 an, en fait. Et à un moment, je regarde justement, il poste, donc c'est Kamel, il poste une annonce sur Tout simplement Noir. Et dans les commentaires, je vois Asia. Elle fait très bien mon fils. Je fais quoi? En fait, ils se connaissent et tout, quoi, tu vois. C'est incroyable, qu'est-ce que le monde est petit. Donc je me suis rendu compte que voilà, je connaissais. C'est incroyable, mais la probabilité que tu tombes sur le fils de Asia, enfin sur Asia, sur la maman de Kamel, alors que tu connais depuis 1 an. C'est clair que là, le monde il est petit, quoi. Et puis voilà, et puis c'est un passionné de cinéma asiatique, de Kurosawa, donc forcément, voilà, quoi, c'est. Incroyable, incroyable. Je trouve que tu vois, l'univers fait bien les choses. C'est que voilà, le cinéma asiatique va te suivre toute ta vie, quoi. Et puis quand j'ai entendu Asia parler dans son live de cinéma coréen, ça m'a fait halluciner, quoi. Ah ouais. Ouais. Elle m'a dit qu'elle adore le cinéma coréen et tout, qu'elle est à fond dans le cinéma asiatique, tu vois, voilà. Qu'elle a suivi des artiste martial de ouf, enfin voilà, quoi. Ah, c'est fou, hein, et qui a suivi également un cursus cinématographique parmi tous ces cursus qu'elle a suivis. Et sinon, l'anecdote que je voudrais que tu partages avant pour terminer, c'est l'interview d'un monsieur âgé. Et tu m'avais dit qu'il avait, c'est un acteur qui avait tu t'es retrouvé, au lieu de faire une interview d'une demi-heure, à une interview. C'est exactement ce dont j'ai parlé avant. En fait, c'est un réalisateur de 80 ans, c'est Jean-Marie Palardi, qui a fait un film d'action dans les années 80 en Turquie qui s'appelle Whitefire, qui est considéré comme on va dire, un nanar de luxe, c'est-à-dire un film d'action tellement mauvais qu'il en est excellent. Et ça va sortir donc en Angleterre et aux États-Unis en Blu-ray. Tellement mauvais, pas. Bah oui, c'est clair. C'est tellement autre, c'est tellement surnaturel, enfin pas surnaturel, mais comment dire, surréaliste ce qui se passe à l'écran, avec des dialogues, je veux dire, incroyables, que voilà.
Et du coup, il a fait salle comble au Grand Rex, 2800, enfin c'est 2800 personnes, il me semble, le Grand Rex. Il y a une soirée qui s'appelait la soirée Nanarland, blindé quoi, sold out, 2800 personnes pour voir Whitefire. Et du coup, je l'ai interviewé chez lui. Il habite en banlieue, donc je suis allé chez lui. Et en fait, bon, bah, on se connaissait pas, tu vois. Donc moi, je lui dis, comme il m'avait invité, enfin, il m'avait dit que l'interview ce sera à midi. Je lui dis, bah, je vous paye le resto avant, et puis ensuite on fait l'interview. Non, non, viens à la maison, on mange des pâtes et tout, et on ouvre une bouteille de vin. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve chez lui, il me fait des pâtes. On boit du vin, pendant 1 heure et demie, on parle, il me raconte sa vie avant l'interview. Il faut que tu me connaisses un peu mieux avant l'interview. Il me raconte toute sa vie, ses aventures, ses amours, etc. Et après, on fait l'interview sur Wildfire. Et là, du coup, on a passé 4 à 5 heures ensemble, tu vois. La nuit tombait quand je suis reparti de chez lui, quoi. Et finalement, on est devenus amis, tu vois. Donc maintenant, on se parle au téléphone et tout. Il veut savoir quand est-ce que le Blu-ray sort. Donc il est censé sortir le 5 mai en Angleterre, donc en import sur Amazon, je sais pas quoi. Et du coup, voilà, il m'a offert des DVD, il m'a offert un bouquin qu'il a écrit. Il a vraiment apprécié que je sois à l'écoute justement, tu vois, parce que quand même, il aime beaucoup parler, tu vois, on peut pas l'arrêter. Mais moi, je fais OK, quoi, tu vois. Y a pas de... Enfin, je veux dire, il a 80 ans, il a une expérience de malade dans le milieu du cinéma, il a plein d'anecdotes à raconter. Et du coup, je vais pas l'interrompre, toi, je vais pas lui dire oui, je dois partir à 18h. Donc forcément, je suis resté tranquillos avec lui, j'ai écouté, et puis au final, on a bien sympathisé. Il a apprécié justement le fait que voilà quoi, que j'étais à l'écoute et tout. Et au final, au final, on est potes quoi. Non, mais c'était son histoire. Tu m'avais dit qu'il t'avait révélé des choses. T'aurais jamais. Oui, non, mais là, je vais pas raconter tout ce qu'il m'a révélé, mais disons que oui, il a une vie. On va dire qu'il est sorti de la campagne. Ensuite, il est devenu modèle. Ensuite, comme il aimait bien justement le fait qu'il devienne modèle. Il aimait bien, on va dire. Avoir une vie un peu luxueuse, voiture, etc., hôtel, mais il était intéressé par le milieu du cinéma, donc il investissait l'argent qu'il gagnait en tant que modèle pour produire des petits courts-métrages. Et après, il a produit des longs-métrages d'abord érotiques, et ensuite il est passé de l'érotisme au cinéma d'action, le truc qui n'a rien à voir, tu vois. Et même si dans ses films d'action, il y a un petit peu d'érotisme. Mais voilà, et du coup, en gros, c'est une vie complètement dingue. Après, il a arrêté sa carrière à cause on va dire à cause de sa vie de famille, on va dire. Tu vois, il aurait pu continuer à faire des films aux États-Unis, etc. Mais il a préféré rester en France, élever sa famille et tout. Donc c'est un choix qu'il a fait. Mais il a envie de refaire à 80 ans, il a envie de refaire des films. Il m'a dit qu'il a envie de refaire 5 films. J'ai encore 5 films à faire. J'ai recommencé à écrire des scénarios, donc il est en train d'écrire des scénarios et tout. Il m'a envoyé des synopsis de scénarios qu'il écrit. Il a dit ouais, je te mets dessus et tout. On bosse ensemble dessus et tout. Il y a pas de problème. Je t'aime beaucoup et tout. Faut qu'on bosse dessus, etc. Excellent, c'est ça. C'est l'énergie de la passion. Et je t'imagine bien faire des montages vidéo ou créer ton propre long métrage à 80 ans avec plein de projets encore et envie de participer à des festivals, rencontrer du monde. Parce que toi, tu aimes la vie, tu aimes le cinéma, tu aimes les gens. Et en tout cas, je te remercie beaucoup de ta confiance. Merci de m'avoir aidé à Leaders, de m'avoir donné confiance en moi aussi, parce que tu me dis, Armina, ne lâche rien. Voilà, me dire que toi, tu as eu le pif pour le cinéma asiatique et si tu as eu le pif pour Leaders et comme Fabien, je me dis, bon, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Merci en tout cas pour ton humanité. Merci pour ton soutien, pour ce côté ange gardien. Pour tout ce que tu fais. Et puis. Merci à toi aussi. Hein. Oui, mais bon, voilà, c'était pour moi tout à fait normal de présenter quelqu'un avec une telle expertise, une telle passion. Et c'est vrai que les organisateurs d'événementiels entrepreneuriaux ou même de n'importe quel événementiel auraient tout intérêt à faire appel à tes services. Mais déjà, il faut qu'ils te connaissent. Donc j'espère que le site que tu as créé en une seule nuit va perdurer 1001 nuits. Alors, je vais quand même poster un autre lien, puisque en fait, ce site que j'ai fait cette nuit, c'est surtout, c'est que de la vidéo.
Mais si les gens veulent voir quand même des photos, parce que je suis aussi photographe, hop, Fred Ambroisine pour un book, ouais, voilà. Bon, il est pas super à jour, mais là, ça montre mes photos, tout simplement. Alors, hop, voilà. Ça, c'est mon site. Merde. Hop. C'est bon, là? Je ne le vois pas encore sur… Oui, c'est bon. Oui, je fais aussi de la photo. Et en fait, enfin voilà, le truc, c'est que effectivement, quand on a plusieurs casquettes, pour se concentrer sur la photo, voilà, faire des belles photos, etc. Enfin, tu vois, qu'on me demande, voilà, il y a un truc que je veux plus refaire, c'est sûr. C'est qu'on m'appelle sur un événement, on me demande d'être photographe et vidéaste. Franchement, je l'ai fait à plusieurs reprises l'année dernière. Et c'est vraiment un truc, tu peux pas être au top au niveau photo et vidéo. Tu vas forcément… tu peux pas être au four et au moulin. Voilà, quoi. Mais les personnes qui te demandent ça, elles sont sensées quand même. Elles savent très bien que tu ne peux pas être au four. Économiser l'argent d'un photographe ou l'argent d'un vidéaste, puisqu'elles ont une personne qui fait deux trucs. Mais non, mais là, c'est pas possible. On va pas aller jusqu'à économiser. Enfin, il y a du bon sens. On est entrepreneur, on l'est pas. Tu vois, quelqu'un. Pour quelqu'un qui veut un événement multicaméra de qualité, etc., je vais pas le faire seul. S'il y a un seul caméraman, je pourrais pas faire le même travail que s'il y a un deuxième caméraman. Aujourd'hui, tu proposes tes services dans quoi pour toutes les personnes qui nous écoutent? Elles peuvent faire appel à toi dans quoi? Dans le montage vidéo, la prise de vidéo de leur événementiel? Alors, interview, tournage d'événements, montage évidemment. Récemment, justement, j'ai retravaillé avec DJ Anor sur le teaser du Grand Sommet de la Motivation 2020. Et c'était uniquement du montage puisque les images avaient déjà été tournées. C'était mes images en plus. Donc, mais plus un autre habillage, plus des photos inédites, etc. Donc voilà, je peux faire uniquement du montage. Vu qu'il y a le confinement, il y a des personnes qui peuvent me contacter et m'envoyer leurs images aussi, hein, tu vois, parce que je peux faire uniquement monteur. Voilà, et puis après le déconfinement, je fais de la photo studio, photo reportage, photo lumière naturelle, photo éclairage, tu vois. D'accord, et puis… voilà, j'ai le matériel qu'il faut en photo et en vidéo. Voilà. Après, au niveau technique, j'essaye de me tenir un peu à la page. Tu vois, je filme maintenant en 4K, deux caméras 4K, micro-cravate de qualité, tu vois, qu'ils utilisent pour le cinéma. Tu vois, maintenant, je veux plus… Avec le stabilisateur. Ah oui, c'est vrai. Le stabilisateur, le Steadicam. C'est vrai que je l'ai utilisé qu'une fois pour Leader 4 et c'est tout. Ça fait 1 mois et demi que je l'ai et enfin même 2 mois. Tu es dans la veille technologique de tout ce qui est lié à l'image. C'est-à-dire qu'à un moment, on regarde mon travail, on dit ok, il sait faire les interviews, il sait faire du montage, mais bon, filmer quelqu'un qui est assis en train de faire une interview, tout le monde peut le faire entre guillemets, tu vois. Et c'est vrai que quand je filme les festivals ou les événements, c'est bien d'avoir en plus des images un peu fluides, un peu agréables à voir. Donc forcément, c'est vrai que je tiens, quand je tiens une caméra, je suis plutôt stable et tout, mais quand tu as un Steadicam en plus, forcément, là, tu seras beaucoup plus cinématographique, tu pourras faire beaucoup plus de trucs expérimentaux. Ouais, mais alors, en tout cas, ta plus-value. Donc, j'ai investi en fonction. Enfin, c'est vrai que voilà, plus j'avance, plus j'essaye de faire mieux que ce que j'ai fait avant. Donc, forcément, voilà. Donc, du coup, maintenant, je bosse avec un… et puis, tu apprends toujours très rapidement. C'est incroyable. Tu apprends toujours très rapidement. C'est vrai que j'ai appris à utiliser la Stead en une demi-heure durant le Leader 4. J'ai pris une pause. Je suis parti d'une conférence pendant une demi-heure et j'ai appris à la stabiliser et tout. Ça, c'est typique au potentiel. Tu es capable de faire rapidement. Je ne sais pas comment on fait, mais c'est incroyable. Merci beaucoup pour cette interview. Merci aux personnes d'avoir suivi. Merci à toutes. N'hésitez pas si vous connaissez des personnes qui ont besoin de faire un documentaire, un reportage sur leur vie, sur leur travail. Si elles veulent avoir le regard cinématographique, un travail cinématographique de qualité avec quelqu'un qui va retranscrire le ressenti, l'émotionnel, avec beaucoup d'humanité et une énorme écoute et un besoin de perfectionnisme, n'hésitez pas à le contacter. C'est vraiment une chance de l'avoir en sachant qu'il a un planning assez chargé. Donc, il prendra en compte les premières demandes. Donc, n'hésitez surtout pas. Laurence Ambroisine qui dit merci à vous deux. Merci Laurence d'avoir été jusqu'au bout. Ah, Sylvain Potti encore là. Merci.
Merci Sylvain d'être présent jusqu'au bout, toi aussi. Merci à Touria, à Atia. C'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu rester jusqu'au bout, mais n'hésitez pas à revoir la fin de cette interview. Et Frédéric, à très bientôt en dehors de l'écran. Pourquoi pas un prochain leader pour une demande de montage ou pourquoi pas de reportage par rapport à moi, ce qui me concerne, c'est leader. Merci beaucoup et puis à bientôt. Au revoir.